Bonjour, merci de nous être fidèles sur i24 News, c'est le morning et on va tout de suite faire un tour par les kiosques du Moyen-Orient. C'est l'heure de la revue de presse. Et elle nous est présentée ce matin par Yael Bernstein. Bonjour. Bonjour Yael. Nathalie. On va commencer tout de suite avec ce compte-rendu de l'élection présidentielle en Syrie, sans surprise aucune. Bachar el-Assad est réélu avec près de 89% des voix. Les chiffres évoluent au fur et à mesure du De dépouillement. minute en minute, et c'est sans surprise, vous l'avez dit, 88,7% à 6h30 du matin, pour être plus exact, si l'on en croit le porte-parole d'Assad. C'est un troisième septennat qu'il entame aujourd'hui, et je vous propose de voir cette information dans le site de l'agence de presse syrienne Sana. Assad a obtenu 10 320 000 voix et 74,3% de taux de participation dans des gouvernorats en droit de voter. Mais cette information est reprise dans le quotidien libanais en langue française, L'Orient le Jour. Le journal rapporte que l'opposition et les pays occidentaux qualifient le scrutin de farce. À l'annonce des résultats, au moins 3 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans des tirs de joie des partisans d'Assad. Dans un communiqué, le président avait demandé en vain de s'abstenir de ces manifestations. Notre joie et notre expression de joie et d'enthousiasme découlant de notre sentiment national ne justifie pas les tirs en l'air qui menacent la vie des citoyens, a-t-il indiqué dans le communiqué diffusé par la télévision publique. Des tirs de joie ont été également entendus dans les secteurs de la capitale libanaise et des régions dominées par le Hezbollah. Voilà, tir de joie, vous disiez, tir d'obus également ou roquettes, on ne sait pas encore cette nuit, depuis la Syrie sur le territoire israélien. Oui, vous voyez cette info dans Ynet, la version online du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Du coup, Israël a déployé le système antimissile Dôme de Fer qui a évidemment intercepté le missile très rapidement en agissant pour la première fois dans cette région d'Israël. On va rester proche de la Syrie, au Liban, en tous les cas vous en parliez il y a quelques instants. John Kerry y était, il a récemment déclaré que les États-Unis coopéraient, en tout cas il l'a affirmé une nouvelle fois, coopéraient avec le gouvernement palestinien sans pour autant le reconnaître. C'est contradictoire, hein. Eh bien, les États-Unis ne peuvent reconnaître officiellement le gouvernement de coalition palestinien parce que ce serait reconnaître l'État de la Palestine. Et cet État n'existe pas encore, je vous le rappelle. Je vous invite à regarder cette information dans Energy, la version online du quotidien centriste Maariv. La secrétaire d'État américain a ajouté qu'il s'est récemment entretenu avec le Premier ministre Netanyahou et avec le président de l'autorité palestinienne, Abbas. Et il a rapporté son entretien avec lui. Il a déclaré, je cite, « Ce gouvernement technocrate se doit de respecter les règles de non-violence, de pourparler, de reconnaître Israël, d'accepter les engagements précédemment entérinés et de coopération sécuritaire avec Israël. » L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a déclaré en contrepartie, Israël est profondément déçu de cette décision des États-Unis. Le Hamas est une organisation terroriste responsable de la mort de centaines d'Israéliens et de milliers de tirs de missiles sur le territoire israélien. Si le Hamas avait changé, ça se saurait, mais il reste engagé à la destruction d'Israël. Voilà, et on en reparlera tout à l'heure avec Boaz Bismuth lors de son édito de ce double lexique, de ce double vocabulaire employé par les États-Unis d'une part, en tout cas la communauté internationale, et Israël de l'autre. On va continuer avec des rivalités. On passe à cette querelle qui n'en finit pas entre les habitants de cette petite ville de Beth Shemesh, c'est près de Jérusalem. Absolument Nathalie, la ville est scindée en deux. Je vous propose de voir cet article dans Yediot Aharonot. Mais ne croyez pas qu'il s'agit des religieux contre les non-religieux. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une alliance s'est fondée entre les non-religieux et les religieux nationalistes pour contrer les ultra-orthodoxes. Ils exigent une séparation claire et la mise en place de 2 systèmes municipaux distincts. Eli Cohen, le candidat laïque des dernières élections, a la ferme intention de faire cette demande inhabituelle au ministre de l'Intérieur. En attendant, il a réuni une pétition de tous ces habitants frustrés de la ville. Il les a même incités à ne pas payer leur redevance municipale, ni leur facture d'eau et encore moins leur contravention. Il a déclaré, je cite, « Les ultra-orthodoxes ne payent pas leur redevance municipale puisque c'est nous qui la payons à leur place. Ils ne veulent pas de nous ici et c'est pourquoi la séparation est désormais inévitable. Sinon, il ne restera personne ici à part eux dans les 5 ans à venir. » Alors, est-ce que ce sera envisageable pour le ministère de l'Intérieur? L'avenir nous le dira. Affaire à suivre. Donc, allez, on va parler d'un sujet un peu plus léger. On se détend un peu. Hier, vous le savez, Tel Aviv accueillait les Rolling Stones et on va en parler. Le groupe légendaire des Rolling Stones a fait fureur hier soir. Regardez cet article et ces photos dans le quotidien gratuit Israël Hayom. Chag, Shavuot, Samer, Tel Aviv, bonne fête de Pentecôte juive, a hurlé Mick Jagger pour la plus grande joie des 50 000 personnes venues des 4 coins du pays. Je ne sais pas si vous avez réussi à mettre le nez dehors hier, mais la chaleur était accablante, notamment à Tel Aviv. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça a pu être lors du concert. 54 personnes ont eu des malaises. 5 d'entre elles ont été hospitalisées à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Ceux qui ont réussi à survivre la chaleur
s'en sont donnés à cœur joie. 19 chansons et plus de 2 heures de folie pure, de quelques mots baragouinants en hébreu et de plusieurs générations de fans. Du coup, ça valait le coup d'attendre toutes ces années. Et je voudrais terminer en vitesse avec cette caricature du quotidien de gauche à Haaretz, où on voit Netanyahou et sa femme Sarah en train de regarder la télé et en disant « I can't get no satisfaction ». Je ne peux pas être satisfait, évidemment. Lui, ce qu'il regarde, ce sont les photos des différents candidats au présidentiel, puisque le quotidien insinue qu'aucun ne lui convient vraiment. Vous voyez les photos de David Lévy et Elie Wiesel qui sont, elles, posées sur la table, puisqu'ils ont refusé les avances de Netanyahou. J'ai le sentiment qu'on va encore reparler de ces présidentielles dans les jours qui viennent, Nathalie. Eh bien, bien sûr, on les attend de pied ferme. Merci beaucoup, Yael, pour cette revue de presse. Merci, Nathalie. Jeudi 5 juin, l'heure tout de suite d'un rappel des titres de cette matinée. Le feu à la frontière avec la Syrie, au moins 2 roquettes ou obus de mortier ont été tirés cette nuit depuis le territoire syrien sur le Golan israélien. Le système d'interception antimissile Dôme de Fer a été déclenché pour la première fois dans cette partie du pays. Selon les experts en défense, il s'agirait de tirs émanant des forces d'Assad pour célébrer leur victoire à la présidentielle. Et selon les médias syriens, l'aviation israélienne a répliqué en bombardant près de la frontière 2 tanks de l'armée syrienne. Toujours à propos de la Syrie, ce n'est évidemment pas une surprise puisque le vote n'a eu lieu que dans les régions sous contrôle du régime. Bachar el-Assad a été réélu pour un mandat de 7 ans avec près de 89% des voix. Les taux de participation seraient de 73,42%. Dans un communiqué, le G7 annonce le simulacre d'élection pour le secrétaire d'État américain. En visite au Liban, il s'agit d'une non-élection. C'est un zéro pointé, déclare John Kerry. Le sommet du G7, c'est la deuxième étape d'une intense semaine diplomatique. Il s'est ouvert à Bruxelles hier soir, sans la Russie, une première depuis 16 ans. Et cette annonce de François Hollande hier, en cas de nouveaux manquements graves par la Russie et d'absence d'amélioration en Ukraine, le G7 est prêt à renforcer les sanctions ciblées contre Moscou. Mehdi Nemmouche, soupçonné d'avoir abattu le 24 mai dernier 3 personnes au musée juif de Bruxelles, a refusé son extradition vers la Belgique. Placé en détention provisoire à Bois d'Arcy, en région parisienne, le suspect a fait savoir qu'il souhaitait être jugé en France du fait de sa nationalité française et parce que certains des faits qui lui sont reprochés, comme le port d'armes, ont été commis en France. Voilà donc pour l'essentiel des titres. On accueille à présent sur ce plateau Jacques Neria. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes consultant pour A24 News et ancien officier des renseignements militaires israéliens. Alors, pour ceux qui n'avaient pas l'info, on vient de le dire, ces tirs à la frontière entre Israël et la Syrie avec ce déclenchement du système d'interception antimissile Dôme de Fer, c'est quoi les véritables menaces pour Israël? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de menace. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est une émanation de joie. Donc, des troupes encore fidèles à Assad dans cette région de la frontière. Rappelez-vous que 80% de la frontière est aux mains des rebelles, donc de l'armée syrienne libre, et uniquement 20%, c'est le passage de Quneitra vers Damas, qui est aux mains de l'armée loyale à Assad. Donc, je ne vois pas ici une situation qui va dégénérer en un affrontement direct entre Israël et les Syriens. Israël a fait connaître aux Syriens de quel bois elle se chauffe. Donc, si jamais, Israël réplique automatiquement. Pour faire comprendre aux Syriens qu'elle ne supportera pas une situation où il y aura une guerre, je dirais, continue entre nous et une guerre d'usure entre nous et les Syriens. Alors, que ce soit bien clair de la part des Syriens, c'est une simple provocation, c'est des débordements. Écoutez, ou c'est une véritable menace? Si j'étais à Assad, je n'aurais pas à me frotter avec Israël. J'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Il faut naturellement que je m'occupe de ce qui se passe avec les rebelles. Il faut que je regarde la scène domestique. Il y a trop de problèmes intérieurement plutôt que de s'occuper maintenant de quelques incidents avec l'armée israélienne. Alors les rebelles, on va en reparler. Ils contrôlent le Golan ou pas? Les rebelles, ça dépend de quels rebelles vous parlez. Si vous parlez des djihadistes, les djihadistes sont beaucoup plus à l'intérieur du territoire syrien. Je dirais la frontière et 80% de la frontière est aux mains de l'armée syrienne libre. Donc je dirais c'est quelque chose d'un peu plus modéré que les autres. Mais n'empêche que les principaux axes vers Damas sont tenus par l'armée loyale à Assad. Et je ne pense pas que le régime peut se permettre de perdre ces axes-là. Alors, l'Égypte, il y a 2 semaines, était un peu dans ce même cas de figure. La Syrie aussi.
hier, avant-hier, un carrefour, hein, on l'a bien vu. Achever la révolte de 2011, finalement, on a eu l'impression que la population avait ce choix, la sécurité ou la démocratie. Est-ce qu'on peut espérer un avenir un peu moins sanglant en Syrie ? Écoutez, d'abord, il faut féliciter le président Assad. Il a réussi à avoir le vote de 10 millions de Syriens, de ce qui est quand même, je dirais, et à organiser des élections qui n'ont pas été dérangées, entre guillemets, par les rebelles. Donc, et puis, surtout, 88,7%, c'est pas mal. Comparé, avec naturellement, 72% de participation. Comparé à son homologue égyptien, c'est naturellement un petit échec, parce que l'Égyptien a été élu à 96,4%. Donc, je dirais, il faut quand même reconnaître que le régime syrien a une certaine capacité de survie qui est assez étonnante et qui étonne tout le monde. Je ne pense pas qu'il faut espérer quelque chose de différent. Les guerres civiles, ce sont des guerres qui durent. Rappelez-vous, la guerre de 100 ans en Europe a duré 100 ans. Ça n'a pas duré un an, ni 2 mois, ni 3 mois. Donc, il faut que, comme disait le site, que le combat finisse après... Faute de combattants. Faute de combattants, tout simplement. Ou bien faute de combattants, ou faute tout simplement par une lassitude nous ne sommes pas arrivés à ce point-là. En fait, il suit exactement les leçons de son père, Hafez. Écoutez, il fait mieux. Il est beaucoup plus cruel que son père. Son père s'est suffi de 20 000 frères musulmans à Hamad en 82. Là, nous sommes dépassant les 140 000 victimes et je ne sais plus combien de blessés. Et rappelez-vous, il y a aujourd'hui une situation intenable au Liban. Un quart de la population libanaise, 25% de la population libanaise sont des Syriens réfugiés. Donc c'est un fardeau énorme pour le Liban qui va tout simplement changer, je dirais, les donnes démographiques du Liban si jamais ces réfugiés restent au Liban. Donc Hezbollah qui est en train d'aider le régime à Assad a tout simplement provoqué l'émigration de quelques millions de Syriens au Liban et qui vont tout simplement changer la balance intercommunautaire. Donc les chiites qui étaient majoritaires, donc la plus grande communauté, vont redevenir... Alors Jacques, si on lit entre les lignes de ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement que vous prédisez d'une certaine manière la fin de l'indépendance, la perte de l'indépendance libanaise ? Je dirais qu'il y aura... le problème syrien a été décalqué et mis au Liban et le Liban devra se débattre dans les années à venir avec un très gros problème démographique et qui va naturellement se transformer en problème politique et sur l'identité du Liban. Quel Liban on aura d'ici quelques années? On vous entendait railler un petit peu cette élection de Bachar el-Assad, ce simulacre d'élection présidentielle. Est-ce que finalement c'était le seul à pouvoir sauver les meubles en Syrie ? Écoutez, il n'y a rien à faire. C'est une situation donnée. C'est une situation donnée et Assad sait l'utiliser au maximum à ses profits, à ses intérêts-là. Je dirais il faut tout simplement, comme je le dis, il faut tout simplement reconnaître le fait que la Syrie, dans les régions tenues par le gouvernement, la vie quotidienne continue à se tenir. Là. Les boulangeries sont ouvertes, les marchés sont ouverts, les fonctionnaires sont payés. C'est incroyable, mais c'est ce qui se passe, effectivement. Le régime a décidé de se concentrer sur ces 50% du territoire et tout le reste, tout simplement, il s'en est désisté. Donc, dans les territoires où l'ISIL règne et où le Jabhat el-Nusra et tous les djihadistes, je dirais c'est la débâcle complète du régime. Il n'y a pas de régime, ce sont des petites républiques qui ont été établies, des petits califats par les djihadistes. Un mot à présent, Jacques, après le Gassara, on a vu l'emploi de chlore moins d'un an après ces attaques dont on parlait au Gassara. C'est Le Monde qui révèle cette information. Le quotidien français qui affirme aussi que finalement les pays occidentaux ferment volontairement les yeux sur cette nouvelle transgression du droit international. Ça fait les affaires du monde occidental. Il y a une très grande difficulté pour savoir qui est en train d'employer les gaz. Est-ce que ce sont les forces loyales à Assad ou au contraire ce sont les rebelles? Il y a beaucoup de renseignements, je dirais très pointus et très détaillés concernant l'emploi de ces gaz-là par les rebelles, par les djihadistes ou des ex-officiers qui étaient dans l'armée syrienne, qui connaissent la technologie et qui employaient ça. Une ambiguïté, d'accord. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'Occident soutient Assad ? L'Occident ne soutient pas Assad. L'Occident n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que d'accepter le fait. Je dirais, il faut les déclarations à part, c'est une langue de bois. Personne ne veut voir les djihadistes au pouvoir en Syrie. Personne ne veut.
Donc, et le fait est que les États-Unis aient indirectement aidé les djihadistes en laissant le Qatar payer 500 millions de dollars aux djihadistes, je dirais... Mais ces djihadistes, personne ne veut les voir en Europe non plus. Mais voilà, c'est ce qu'on avait déjà dit sur ce plateau il y a quelques mois déjà. Il faut tout simplement s'attendre à ce que ces légions de volontaires européens qui sont venus se battre en Syrie vont revenir chez eux. Et voilà, nous avons eu le cas Mrah, nous avons maintenant le deuxième cas à Bruxelles, et ce n'est qu'un début. Merci Jacques Neria d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous, on va faire le point sur le périple de Barack Obama en Europe avec bien évidemment ce fameux dîner, enfin ce double dîner de François Hollande, l'un avec Barack Obama, l'autre avec Vladimir Poutine, histoire de jouer les bons diplomates. On en reparle dans un instant. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News avec nous, Betsabe Salem, bonjour. Betsabe, merci de nous avoir rejoints. Et Boaz Bismuth, bienvenue à vous également sur le plateau. Alors on va reparler de ce gouvernement Fatah-Hamas et c'est la réponse du gouvernement israélien à ce gouvernement Fatah-Hamas. Plus de 1000 constructions en Cisjordanie. On attend la condamnation de l'Occident. Est-ce que finalement la différence, c'est la différence de lexique pour définir ce gouvernement, technocrate selon certains, terroriste selon d'autres? Bon, c'est pas bien. Bonjour d'abord. C'est pas que lexique évidemment, parce que derrière le lexique, il y a bien sûr tout l'esprit bien sûr des Américains, du gouvernement bien sûr, c'est-à-dire américain et bien sûr d'Obama et bien sûr du gouvernement actuel israélien. Et j'explique. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait toujours ou il y a une ligne rouge. Et bien sûr, les États-Unis et Israël sont quand même des alliés. Et on ne négocie pas avec Hamas parce que Hamas est un groupe terroriste. Dès le moment où il y a cette union entre Fatah et Hamas et il y a un gouvernement d'union nationale chez les Palestiniens, bien sûr, on ne travaille pas, on ne coopère pas, on ne reconnaît pas tel gouvernement. Et bien sûr, on ne donne pas d'aide à un tel gouvernement, comme font les Américains tous les ans, l'aide d'à peu près 500 millions de dollars. Sauf qu'aujourd'hui, il faut bien savoir qu'entre les États-Unis, entre Washington et Jérusalem, ce n'est pas joli. Et j'explique. Si hier, on aurait pu compter sur les Américains pour justement jouer le jeu israélien, alors que maintenant, on voit des Américains tout le contraire. Sauf que d'où est la colère israélienne? C'est qu'il y avait un accord. Il y avait un accord la veille de l'annonce de ce gouvernement entre Américains et Israéliens. Les Israéliens ne font rien du tout, y compris cette construction dont vous venez d'annoncer. Les Américains aussi ne reconnaissent pas, attendent un petit peu, on teste si vous voulez ce gouvernement. Sauf que là, quelques heures, même pas 24 heures après, John Kerry étonne les Israéliens et en plus de Beyrouth, donc pas très loin, reconnaît un petit peu, et là on parle maintenant de ce que vous avez dit, de sémantique, de lexique, il parle un petit peu, il qualifie ce gouvernement de gouvernement de technocrate. Est-ce que c'est vrai par ailleurs? Oui, c'est un gouvernement de technocrate. Sauf que c'est un gouvernement dans lequel il y a Hamas. Hamas appuie, soutient, fait partie de ce gouvernement. Pour Israël, on a entendu déjà cette déclaration de Bennett, c'est un gouvernement de terroristes. Alors Israël, bien sûr, parle toujours de gouvernement terroriste dès qu'il y a Hamas. Les Américains, laissons un petit peu notre région, regardons un peu plus loin, Afghanistan, il y avait la libération d'un soldat. Derrière cette libération, il y a fort possible que les Américains vont négocier avec qui? Avec les talibans. Donc vous voulez, c'est pas seulement une question de lexique, c'est d'un côté Netanyahou, que peut-être pour certains c'est un prétexte pour ne pas s'asseoir autour de la table avec les Palestiniens et avancer. D'un autre côté, nous avons un président américain que bien qu'il ait fait quelques erreurs, on va le reconnaître bien sûr, continue dans son même esprit où le monde est beau, il suffit de reconnaître l'autre. Alors vous reprenez là l'argument israélien de 2 poids, 2 mesures, jusqu'où ça peut aller avec les États-Unis? Alors, il y aura toujours une limite, parce qu'il faut savoir une chose, on est quand même amis depuis très très longtemps. Il y a aussi ce qu'on appelle des intérêts entre ces... Vous savez, on a déjà parlé beaucoup de fois que le soutien américain à Israël, ce soutien de plus de 2 milliards de dollars par an, n'est pas si cher que ça, parce qu'ils ont, comment on qualifie Israël, comme le porte-avions le moins cher au monde dans cette région. Donc finalement, les Américains ont besoin des Israéliens. Les Israéliens aussi, de leur côté, ne doivent pas oublier que finalement, sans cet appui américain, je ne parle pas de soutien financier, pas du tout. Ça, Israël peut très bien se débrouiller sans. Mais ce soutien dans les instances internationales est ô combien importante. Sauf que, et c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué avant, le problème des Israéliens dans cette histoire de Hamas, c'est que dès le moment où les Américains reconnaissent, soutiennent, applaudissent, appuient ce nouveau gouvernement de technocrates, la communauté internationale, derrière, bien sûr, le font. Alors, vous savez très bien que les Chinois, que les Indiens, que la majorité des États du monde, bien sûr, vont reconnaître.
mais l'Union européenne, très très vite bien sûr, s'aligne avec les Américains, d'où le problème israélien. Et là encore une fois, on va réécouter pour la énième fois Israël isolé dans le monde. Mais justement, là, il n'aurait pas fallu une autre stratégie de la part d'Israël. Un gouvernement terroriste, finalement, ou une partie de ce gouvernement terroriste voué à l'échec. Pourquoi Israël n'a pas décidé de jouer une opération de com, finalement, cette fois-ci? Justement, là, vous avez entièrement raison de le dire. Pour moi, le grand échec des Israéliens, ou le plus grand défaut de ce gouvernement que nous voyons, la façon dont il réagit, d'abord, plusieurs fois. Déjà, les Israéliens, depuis très très longtemps, est un pays qui réagit et au lieu d'agir. Déjà, c'est quelque chose, mais qui est ni d'hier ni d'avant-hier, qui de réagir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est très très importante, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que dans le domaine des Israéliens, il faut être un peu plus, il faut être moins prévisible. Pratiquement, c'est une attente. Ça veut dire, il faut trouver aussi certaines politiques, certaines réactions. Vous savez, le monde a beaucoup changé. Le monde a changé. La façon aussi de communiquer a beaucoup changé. On ne peut pas devenir, si vous voulez, un petit peu on accusait justement nos ennemis, nos voisins de la région, d'être très dogmatiques, d'être très prévisibles, de savoir très bien ce qu'ils vont faire. C'est ça, il ne fallait pas laisser ce gouvernement finalement aller en déperdition plutôt que justement d'essayer d'être les seuls à les combattre. Alors là, ça ne dépend pas seulement d'Israël, mais justement, cette idée de construction, dès le moment où on voyait très bien ce gouvernement venir, peut-être cette annonce, parce qu'il faut quand même sanction contre une telle chose, parce que quand même, dès le moment où Fatah s'aligne avec Hamas, c'est aussi une déclaration, c'est une déclaration d'Abou Mazen. N'oubliez pas que dans ces négociations entre les tripartites, entre les États-Unis, Israël et les Palestiniens, et bien finalement, après 9 mois, qu'est-ce qu'on devait aboutir à un accord entre Israéliens et Palestiniens, entre Fatah et Jérusalem. Qu'est-ce qu'on a eu à la fin? Un accord entre Hamas et Fatah. C'est une déclaration de la part des Palestiniens. Alors pourquoi annoncer ça après? Pourquoi justement ne pas prendre de l'avant et faire ces déclarations juste avant, de façon très concrète, précise, pas des menaces et des menaces et des menaces dans l'air. Et je pense que justement Israël, malheureusement, si elle veut avoir un peu plus de crédibilité dans la région, regagner sa crédibilité, c'est plutôt mordre, modérément parfois, et beaucoup moins aboyer. Mais pourquoi Israël joue pas le jeu finalement? Parce que ce qu'on attend dans la région et puis dans le monde entier, c'est de belles déclarations, des envies de paix, des envies de réconciliation. Pourquoi Israël ne joue pas ce jeu-là, ne donne pas, n'opte pas pour cette stratégie-là? Justement, c'est ça l'erreur d'Israël. Parce que vous me posez cette question ce matin, alors qu'après les négociations, et je ne suis pas du tout le porte-parole, sauf que j'habite ici dans cette région, c'est que justement, ce n'était pas parole. Israël, justement, dans ces négociations, c'était plutôt action. N'oublions pas que les Palestiniens parlaient de paix, les Israéliens libéraient des terroristes. Donc justement, c'est ça justement l'erreur. C'est ça justement, comment on va dire un petit peu, le côté tragique d'Israël dans cette histoire. Je parle dans la guerre des images et dans les déclarations. Nous vivons dans une époque dans laquelle perception est réalité. Dans une période dans laquelle perception et réalité, c'est pas ce que vous faites qui compte, c'est ce qu'on pense et ce qu'on attend de vous. Et justement, Israël, jour après jour, tombe dans ce piège. Et on en reparlera donc sûrement avec vous sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Vous Merci. restez. On va tout de suite passer au rappel des titres de ce jeudi 5 juin. C'est le feu à la frontière avec la Syrie. Au moins 2 roquettes ont été tirées cette nuit depuis le territoire syrien sur le Golan israélien. Le système d'interception antimissile Dôme de Fer a été déclenché pour la première fois dans cette partie du pays. Selon les experts en défense, il s'agirait de tirs de joie émanant des forces d'Assad pour célébrer leur victoire à la présidentielle. Et selon les médias syriens, l'aviation israélienne a répliqué en bombardant près de la frontière 2 tanks de l'armée. Toujours à propos de la Syrie, ce n'est évidemment pas une surprise puisque le vote n'a eu lieu que dans les régions sous contrôle du régime. Assad a été réélu pour un mandat de 7 ans avec près de 89% des voix. Le taux de participation serait de 73%. Dans un communiqué, le G7 dénonce un simulacre d'élection pour le secrétaire d'État américain en visite au Liban. Il s'agit d'une non-élection. C'est un 0 pointé, annonce John Kerry. Le sommet du G7, eh bien, c'est la 2e étape d'une intense semaine diplomatique. Il s'est ouvert à Bruxelles hier soir, sans la Russie, une première depuis 16 ans. Et cette annonce de François Hollande hier, en cas de nouveaux manquements commis par la Russie et d'absence d'amélioration en Ukraine, le G7 est prêt à renforcer les sanctions ciblées contre Moscou. Mehdi Nemmouche, soupçonné d'avoir abattu le 24 mai dernier 3 personnes au musée juif de Bruxelles, a refusé son extradition vers la Belgique. Placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, le suspect a fait savoir qu'il souhaitait être jugé en France du fait de sa nationalité française d'une part et parce que certains de ses faits, comme le port d'armes, ont été commis en France.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On va retrouver l'actu un peu différemment à présent, vu par les clics de Bethsabée Salem. Rebonjour Bethsabée. Alors on va commencer, on le disait il y a quelques instants, par la tournée de Barack Obama en Europe. Il a atterri à Varsovie, Pologne donc. Bruxelles ensuite, où il est en ce moment même. Pour le G7, et donc ce G7 de Bruxelles qui remplace le G8 qui devait se tenir à Sotchi, mais suite à l'élection de la Crimée en mars, en guise de punition, le sommet de Sotchi avait été annulé. La participation de la Russie avait carrément été suspendue. Alors la Russie absente, Obama a pu s'en donner à cœur joie pour casser du sucre sur le dos de Moscou. Et ce, tout en rassurant ses alliés d'Europe centrale, puisque le président des États-Unis avait été très critiqué pour son manque de fermeté vis-à-vis de Moscou lors de la dite annexion de la Crimée. Comme nous le raconte le New York Times, dès son premier jour à Varsovie, le président américain a lutté pour convaincre ses amis d'Europe centrale et de l'Est qu'il avait été assez dur avec la Russie. Et il y a mis le paquet, Nathalie. Non seulement il a assuré l'Ukraine de son soutien à long terme et proposé un plan de sécurité, attention, d'1 milliard de dollars, mais en plus il a condamné, je cite, les sombres manœuvres russes. Tout cela n'arrangera pas, vous vous en doutez, les relations entre les présidents américains et russes. D'ailleurs, comme le raconte ironiquement le site d'Europe 1, les deux dirigeants refusent de se croiser demain lors des commémorations du débarquement. L'Élysée a dû s'organiser en conséquence, un véritable casse-tête, nous raconte le site. Résultat, rien de bon pour le régime alimentaire que d'aucuns suggèrent au président de la République française, François Hollande, qui va devoir dîner 2 fois à 19h à la table du président américain et puis à 21h rebelote avec son homologue russe. L'Ukraine donc au cœur de ce froid polaire entre les dirigeants et sur place la situation, la population qui doit fuir les combats. Tout à fait. Alors le site de RFI raconte que plus en plus de familles de l'Est du pays fuient vers Kiev ou la Russie à cause de ces combats. Alors dans la capitale ukrainienne, le flot des réfugiés grossit, écrit RFI, avec cette photo d'un enfant qui joue dans un centre d'accueil de déplacés. Et ce témoignage d'un père de famille qui raconte que les combats sont de plus en plus violents sur place, qu'il a perdu 2 amis en l'espace de 48 heures, qu'il a donc décidé de prendre femme et bébé sous le bras. Qu'en taxi, il a passé plusieurs barrages tenus par des séparatistes, qu'au second lui a pris son passeport et son argent. J'étais sous le choc, témoigne Ivan. J'ai pensé que je ne pourrais pas quitter la région sans mon passeport, témoigne-t-il. Ivan et sa petite famille qui ont finalement réussi à prendre le train jusqu'à Kharkiv et puis sont arrivés à Kiev quand même après 20 heures de voyage. Ils ont été logés grâce à une association SOS Ukraine. Boaz, c'est un peu règlement de compte à Bruxelles entre Vladimir Poutine et Barack Obama et l'Ukraine qui est un peu esselée dans tout ça. Mais c'est pas cher payé, je pense, pour Poutine. Au contraire, encore une fois, quand on voit ces scénarios, c'est exactement le scénario voulu par Moscou dès le départ. Puis finalement, si pour Poutine, le prix à payer, c'est de ne pas recevoir ses amis à Sochi, où il a gagné beaucoup de médailles, je parle de la Russie bien sûr, et finalement ces jeux étaient parfaits. Et si c'est aussi dîner tout seul, ou à la limite avec François Hollande, c'est un peu tout seul aujourd'hui, je dirais que c'est pas une grosse perte pour lui. Là, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine, ou si vous voulez, regardons un peu en arrière, on est le mois de mars, il y a bien sûr la révolution Maïdan, et on pensait, ça y est, les Européens, Obama aussi, que tout est beau, et nous avons bien sûr eu une nouvelle Ukraine pro-européenne et démocrate. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la Crimée aux mains de Poutine, la guerre on peut parler presque de guerre civile dans l'est de l'Ukraine, scénario de rêve pour Poutine bien sûr. Alors il va dîner tout seul, so what? Merci. Boaz, allez, on va parler maintenant d'une sombre histoire de cadavres de bébés. Et bien sûr, la presse s'est jetée dessus à bras-le-corps sur cette histoire choquante. Prenez par exemple Le Parisien qui raconte, je cite, cette morbide découverte qui glace le sang. Et le cadre est parfait, ça se passe dans l'est de l'Irlande, près d'un ancien couvent. Vous avez une fosse sceptique hors d'usage dans laquelle on a retrouvé des cadavres de bébés, près de 800, Boaz, et oui, 796, on dit nombre exact par respect pour ces enfants. L'explication, dans les années 30, 40, 50, l'établissement catholique accueillait des jeunes femmes célibataires qui étaient tombées enceintes. Alors, difficile de croire que les enfants ont été victimes d'une quelconque épidémie chronique. Dans ce cimetière du cauchemar, ni cercueil, ni pierre tombale, d'autant que les recherches de l'historienne à l'origine de la découverte concluent que, attention, la réalité rattrape l'horreur, la plupart de ces enfants sont morts de malnutrition, de maltraitance, de pneumonie, de handicap ou de naissance prématurée. Alors quant aux enfants survivants de ce couffin, le Belfast Telegraph explique qu'ils ont été placés vers l'âge de 7 ans dans des églises et qu'ils ont travaillé gratuitement, avec bien sûr des sévices qui vont avec. Voilà, on va passer à un autre sujet en essayant de se départir un petit peu de cette
Info, vous nous parlez des soucis du prince Felipe. Alors, un autre ton, Courrier international qui se moque avec beaucoup d'élégance, je dois dire, du prince Felipe d'Espagne. Felipe, c'est, titre le journal, le prince parfait qui arrive au mauvais moment. Vous aurez compris pourquoi, Nathalie, puisque son papa, Juan Carlos, a abdiqué cette semaine et que le chantier n'est pas des plus faciles. Et oui, on pourrait même dire que c'est la tempête au sein de la monarchie espagnole entre les affaires de corruption et puis la Catalogne qui se rebelle. Heureusement, Felipe, beau gosse au sourire facile, digne d'un conte de fées, écrit Courrier international, a suivi pendant 4 décennies, et oui, 46 ans, un entraînement minutieux et consciencieux. Quelques exemples. Ce gendre parfait d'1,97 m a suivi sa dernière année de lycée au Canada. Il est diplômé d'un master en relations internationales aux États-Unis, sans compter qu'il maîtrise parfaitement l'anglais, le français, le catalan. Et Felipe, prince proche des gens qui a visité toutes les villes d'Espagne, plus de 60 selon Wikipédia, n'a surtout jamais fait de faux pas. Ni déclaration choquante, ni geste déplacé. Néanmoins, le défi reste de taille et Courrier international de conclure. Sa vraie mission aujourd'hui, eh bien, c'est de cesser d'être ce prince parfait pour se transformer en monarque utile. Et ben voilà, on attend ces premiers faux pas. Vous serez là pour nous en parler. Betsabé, on passe à l'actualité en Belgique. Une autre actualité que celle qui réunit les présidents du monde entier, la prostitution, le trafic de drogue, qui font désormais partie des rentrées financières du pays, oui, PIB. Du PIB, du pays. Et donc du le Monde s'est fait un plaisir de reprendre l'info, illustrant cette information d'un pétard bien fourni. Le quotidien français nous explique donc qu'après Rome et Londres, c'est maintenant au tour de la Belgique de prendre en compte dès septembre prochain les chiffres du trafic de drogue et de la prostitution dans son calcul du PIB. Alors il faut préciser que l'initiative n'est pas belge, elle est européenne puisque ça suit les nouvelles normes. Les activités souterraines, quand bien même illégales, eh bien, doivent être prises en compte dans le calcul du PIB. Des dizaines quand même de milliards d'euros pour le Royaume-Uni qui a déjà fait ses comptes, qui s'est déjà mis sur ce sujet. Et voilà, rien que ça. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va s'intéresser dans quelques instants aux véritables enjeux des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. C'est tout de suite. Retour sur le plateau du Morning, vous êtes sur i24 News, merci de nous être fidèles. C'est demain qu'auront lieu les cérémonies de commémoration du 70e anniversaire du débarquement. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Michel Thoman, bonjour. Michel, merci de nous avoir rejoints. Alors on va faire le point en images sur cette opération, l'une des plus grosses opérations militaires de l'histoire. On va en reparler juste après, regardez. Il est difficile d'imaginer, lorsqu'on les contemple, que ces paisibles plages de Normandie ont été le théâtre de la plus incroyable opération militaire de tous les temps, le débarquement du 6 juin 1944. Ces plages restent marquées par ce jour historique et glorieux, celui où des milliers de soldats alliés ont débarqué, le 6 juin 1944. Les événements glorieux qui se sont déroulés là, passés dans l'histoire sous le nom de jour J, marque le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, la victoire et l'espoir de paix ne sont qu'un rêve lointain et incertain pour les Alliés. Adolf Hitler et son axe du mal avaient étalé son pouvoir sur toute l'Europe. La préparation, appelée Overload, allait être la clé du succès du débarquement en Normandie. La zone de débarquement fut découpée en plusieurs sections. Une tête de pont avec des ports artificiels devait être établie rapidement et permettre aux Alliés de pénétrer plus rapidement encore au cœur de la France occupée. Les divisions américaines débarquèrent dans la région de Cherbourg, tandis que les Britanniques le firent sur les plages de Caen. L'opération fut un succès, malgré les lourdes pertes de soldats alliés, et les plages normandes resteront pour toujours le témoin d'une histoire douloureuse. Témoin d'une histoire douloureuse donc. Michel, ces commémorations, comment elles s'annoncent, comment elles se présentent? Alors, elles s'annoncent presque à la mesure de l'événement. L'événement dont on vient de parler, je crois qu'il reste à l'heure actuelle la plus grande opération militaire de l'histoire. Je vais donner quelques chiffres. Plus d'1 million de soldats américains étaient massés en Grande-Bretagne pour ensuite aller libérer l'Europe. Parce que ce n'est pas seulement la libération de la France qui se joue là, c'est la libération de l'Europe. Ce jour-là,
près de 300 000 soldats alliés, parce qu'il n'y a pas que des Américains, il y a principalement des Américains, des Britanniques, des Anglais. Près de 300 000 soldats alliés dans la journée sont soit dans des navires, soit parachutés, soit dans des avions, sont mobilisés. Plus de 150 000 soldats alliés débarquent en Normandie, soit par les airs, soit par la mer. Hein. Et ce jour-là, rien que ce jour-là, 10 000 soldats alliés ont disparu. 10 000 morts et blessés dans la même journée, et presque autant du côté allemand. Donc c'est une bataille gigantesque qui commence ce jour-là. C'est une bataille qui va durer plusieurs semaines. C'est une bataille longtemps incertaine, hein, car pendant plusieurs semaines, les Alliés ont tenu des petits arpents de terre, des petits arpents de sable, des plages, des villages. Et ils étaient dos à la mer, et les renforts allemands qui arrivaient notamment du sud-ouest, avec la terrible division SS Das Reich, qui célèbre pour avoir commis le massacre de Radour-sur-Glane, les renforts allemands pouvaient d'un instant à l'autre les jeter à la mer. Et il a fallu attendre la fin juillet pour vraiment être sûr de la réussite du débarquement et pour que commence la percée qui allait mener les Alliés à la libération de Paris le 25 août suivant. Alors, événement, on l'a compris, d'une ampleur Événement phénoménale, considérable. avec cette symbolique aussi, hein, les Américains au secours de l'Europe, du vieux continent, les Américains au secours de la démocratie. Est-ce qu'il y a un écho de ce symbole aujourd'hui? Est-ce qu'on s'attend à des enjeux en coulisses, des rencontres? Bien sûr, alors la commémoration, je disais, elle est à la hauteur de l'événement. Évidemment, c'est une commémoration gigantesque. Et tous les 10 ans, la commémoration est de plus en plus importante. Hein. Pendant longtemps, on n'a pas beaucoup commémoré le 6 juin. Ben, c'était de l'histoire récente. En 1964, par exemple, le général de Gaulle n'a pas participé aux cérémonies. Parce que le général de Gaulle refusait de reconnaître le rôle prépondérant des Alliés dans la libération de la France, parce que dans la mythologie gaulliste et communiste qui dominait après la guerre, c'était la France seule, les résistants seuls, avec le concours des armées alliées, comme avait dit de Gaulle lorsqu'il est dans son célèbre discours à Paris le 25 août 1944, mais c'est la France seule qui s'était libérée. Donc de Gaulle n'était pas venu aux cérémonies de débarquement, puis il était en bisbille avec les Américains à propos de l'OTAN. Alors justement, oui. je sais que demain on va célébrer le 6 juin, mais il y a deux dates ici qui sont en confrontation presque. Hein. Le 6 juin 1944, d'une part pour, en résumé, célébrer l'Amérique, finalement, célébrer l'Occident et la victoire du monde libre, et puis de l'autre côté, le 8 mai 1945, et là pour le coup, c'est une victoire, mais partagée cette fois avec les Soviétiques. Alors, ce sont deux dates qui, au début, étaient, je dirais, un peu antagonistes, parce que deux dates complémentaires, hein. Mais d'un côté, vous le dites bien, c'est l'Amérique, c'est le camp de la liberté qui débarque avec deux enjeux. La défaite du nazisme, mais aussi empêcher, c'est un enjeu secondaire à ce moment-là, mais empêcher que l'armée rouge pénètre trop profondément vers l'ouest de l'Europe. Et donc c'est une double libération, libération du nazisme et par anticipation, empêcher l'instauration d'une dictature communiste. Donc il y a cet enjeu qui se joue à ce moment-là. Maintenant, et le 8 mai 1945, c'est unanimiste, c'est évidemment la victoire commune de l'armée rouge et des Alliés, mais qui prépare aussi un nouveau totalitarisme, puisque ce qu'on appelle la libération de l'Europe, c'est aussi pour l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, pour la Pologne, pour la Hongrie, pour la Tchécoslovaquie, le début d'une nouvelle dictature. Alors, ces deux dates, finalement, aujourd'hui, avec le temps, la différence est en train de s'estomper. La preuve, Poutine est présent aux cérémonies du débarquement, alors que pendant très longtemps, les dirigeants soviétiques et russes n'y étaient pas. C'est la deuxième fois. Depuis 10 ans, la première fois, c'était en 2004. Madame Merkel est présente. Alors aujourd'hui, ça semble normal, mais en 1994, le président Mitterrand avait refusé que son ami, le chancelier Kohl, qui était son ami, il avait refusé la présence du chancelier Kohl sur les plages du débarquement. Cela paraissait impensable à l'époque que l'Allemagne participe à cette cérémonie. Et c'est en 2004 seulement que le chancelier Schröder, qu'un chancelier allemand, Schröder en l'occurrence, a participé. Donc c'est de plus en plus unanimiste, et avec le temps, finalement, le sens aussi commence à se diluer. Alors justement, une question pour terminer, Michel, est-ce qu'on n'a pas tendance à idéaliser ce D-Day, ce débarquement américain? On idéalise toujours les événements, on a toujours tendance à idéaliser les événements historiques. C'est un événement globalement positif, parce que c'est quand même grâce à cet événement que l'Europe a été libérée du nazisme, et surtout que le camp de la liberté a pu dominer pendant 50 ans l'Europe de l'Ouest et préparer plus tard la réunification de l'Europe. Donc c'est un événement
je dirais merveilleux, mais comme tout événement historique, c'est un événement, les historiens aujourd'hui mettent en avant des découvertes nouvelles qui sont la réalité de la vie. C'est qu'il y a eu des bombardements extrêmement sanglants et je dirais aveugles, qu'on ne ferait plus aujourd'hui dans les guerres modernes et qui ont ravagé les villes des côtes normandes. Il suffit d'aller à Dieppe, il suffit d'aller au Havre. Et il y a eu aussi des comportements des soldats américains, il y a eu des viols de femmes françaises. Et les soldats américains ont été très vite perçus comme des occupants en Normandie. Donc les choses sont plus complexes que dans le jour le plus long, par exemple, où on voit tous les Français heureux de ce débarquement. Voilà, ce débarquement, c'est aussi le début de combats sanglants sur le sol français. Merci Michel d'être revenu pour nous sur cette grande histoire et cette petite histoire également. Merci à vous. Jeudi 5 juin, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres. Le feu qui a été ouvert à la frontière avec la Syrie. Au moins 2 roquettes ou obus de mortier ont été tirés cette nuit depuis le territoire syrien sur le Golan israélien. Le système d'interception antimissile Dôme de Fer a été déclenché pour la première fois dans cette partie du pays. Selon les experts en défense, il s'agirait de tirs de joie émanant des forces d'Assad pour célébrer leur victoire à la présidentielle. Et selon des médias syriens, l'aviation israélienne a répliqué en bombardant près de la frontière toujours 2 tanks de l'armée. Toujours à propos de la Syrie, ce n'est évidemment pas une surprise puisque le vote n'a eu lieu que dans les régions sous contrôle du régime. Bachar el-Assad réélu pour 7 ans avec près de 89% des voix. Le taux de participation serait de 74%. Dans un communiqué, le G7 dénonce un simulacre d'élection pour le secrétaire d'État américain. En visite au Liban, il s'agit d'une non-élection. C'est un zéro pointé, dénonce John Kerry. Le sommet du G7, c'est la 2e étape d'une intense semaine diplomatique. Il s'est ouvert hier soir à Bruxelles sans la Russie, une première depuis 16 ans. Et cette annonce de François Hollande hier, en cas de nouveaux manquements graves commis par la Russie et d'absence d'amélioration en Ukraine, le G7 est prêt à renforcer les sanctions ciblées contre Moscou. Mehdi Nemmouche, soupçonné d'avoir abattu 3 personnes au musée juif de Bruxelles, a refusé son extradition vers la Belgique. Placé en détention provisoire, le suspect a fait savoir qu'il souhaitait être jugé en France du fait de sa nationalité française d'une part et parce que certains des faits qui lui sont reprochés ont été commis en France. On va agiter le drapeau bleu-blanc à présent dans cette édition. Une start-up israélienne qui met au point un procédé étonnant qui permet de découvrir et de délivrer la composition exacte d'un aliment. Regardez. Imaginez que vous puissiez savoir ce qu'il y a dans votre nourriture sans avoir à examiner le paquet ou même rechercher sur Internet. La technologie nous surprend tous les jours, mais ce petit appareil a créé un buzz avant même que nous puissions l'essayer. Cet appareil, c'est Sayo. Bien qu'il ressemble à une USB, il pourrait bien être la clé de notre compréhension du monde qui nous entoure. Sayo est le tout premier scanner moléculaire. Il tient dans votre main et il analyse l'empreinte moléculaire des matériaux autour de vous. Il envoie cette empreinte à notre application qui analyse les données et envoie l'information en temps réel à votre smartphone. Sayo est en réalité une très petite version d'une technologie existante, le spectromètre. Pour nous fournir des informations concernant les composants chimiques d'un objet, il projette une lumière sur celui-ci, absorbe la lumière reflétée et la décompose en spectre. C'est ainsi que l'appareil peut nous dévoiler non seulement combien de calories sont dans notre plat, mais aussi si cette pastèque est assez sucrée et à quel moment devrait-on manger cet avocat. La compagnie a pour l'instant développé 3 différentes applications adaptées à ce dispositif. L'une d'entre elles est même capable de nous aider à faire le tri parmi nos médicaments et nous indiquer de quelle pilule il s'agit. Si vous allez au supermarché et vous voulez voir par exemple quel fromage est le moins gras, voilà, ça dit fromage et ça vous donne le nombre de calories. Après 3 années de travail, Dror et son équipe ont conçu un prototype du Sayo. Mais pour fabriquer cet appareil en série, ils ont tenté leur chance sur Kickstarter, une plateforme en ligne de crowdfunding. En moins de 46 jours, ils ont réussi à récolter plus de 2 millions de dollars. J'espère qu'un jour, mes enfants n'auront même pas à se demander comment c'est possible. De la même façon qu'on ne se demande pas comment marche une souris à un ordinateur ou un appel à l'étranger. De mon point de vue, d'ici 10 ans, on ne se demandera pas si c'est possible. On se demandera simplement qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre grâce à cette technologie. Sayo devrait être bientôt disponible en magasin. Les utilisateurs pourront alors satisfaire leur curiosité à tout moment d'un simple geste.
Et voilà, je vous ai dit qu'on allait agiter le drapeau bleu-blanc dans cette partie d'émission. Betsab Bessalem nous a rejoint et on va parler d'une étude israélienne, du coup, en prélude de cette Gay Pride à Tel Aviv le 13 juin. Alors on le sait, le cerveau est plein de ressources, et bien chez les hommes également, l'instinct féminin existe. Exactement. Alors, on connaissait l'impact de la naissance d'un enfant sur le cerveau des mamans. Eh bien, apparemment, on retrouverait cet impact chez le cerveau des papas homosexuels. On parle donc de jeunes pères qui ont adopté un enfant. Chez la mère, une étude menée par l'université Bar-Ilan, donc en Israël, avait montré que le cerveau de la maman devient hyperactif aux pleurs et autres signaux émotionnels du bébé. Eh bien, une nouvelle étude menée par la même université nous apprend que le cerveau des papas homosexuels subit les mêmes ajustements. Vous avez l'air sceptique, Nathalie. Écoutez. Alors, la conclusion, il ne s'agirait pas d'une réaction hormonale, donc, mais si cette étude était donc vraiment prouvait quelque chose, eh bien, il s'agirait d'une réaction psychologique, en fait, à l'expérience de la maternité. Et ben voilà, comme ça tout est dit. Alors cette étude, elle a été réalisée comment? Alors l'équipe de la neuropsychologue Ruth Feldman, qui commence à être connue ici, a filmé 89 nouveaux parents alors qu'ils s'occupaient de leur bébé à la maison, alors entre couches et petits pots. Ensuite, les parents ont visionné des vidéos. Alors les vidéos avec leurs enfants et puis des vidéos avec d'autres enfants. Et là, les chercheurs ont mesuré leur activité cérébrale. Résultat, chez les 20 mères, les chercheurs ont noté une hausse de l'activité dans les régions du cerveau qui gèrent les émotions. Ce sont des zones qui répondent aux stimuli, signalant les besoins de l'enfant, sans forcément d'ailleurs que la maman en ait conscience. En ce qui concerne les 21 pères hétérosexuels, alors là, ils sont impliqués, mais ils ne jouent pas donc le rôle du parent principal. Les parties du cerveau sont alors, qui sont activées sont alors des régions différentes. Ce sont des parties du cerveau qui interprètent les codes sociaux, en l'occurrence les pleurs de l'enfant, mais en tant que code social. Enfin, pour ce qui est des 48 pères homosexuels, leur cerveau a réagi au visionnement comme s'ils étaient à la fois la maman et le papa hétérosexuel dans leur enfant. Donc en fait, leurs circuits émotionnels ont même été aussi activés que ceux des mères et ceux des circuits interprétatifs que des pères hétérosexuels. Cette étude pourrait, on sans doute, faire rebondir le débat sur l'homoparentalité, notamment dans les pays où l'adoption par les couples de même sexe est interdite. Justement, de l'homosexualité et des réactions des parents, de la science, on passe à la législation et cette fois en Israël où les homosexuels ainsi que les célibataires également qui vont bientôt être autorisés à recourir aux mères porteuses. Oui, tout à fait. Alors, Le Monde, même en France, l'a rapporté hier. Un peu jaloux, le gouvernement israélien a donné son accord à une modification donc, de ces critères d'éligibilité. Vous l'avez dit, maintenant, la GPA, donc recourir à une mère porteuse, est à la fois possible pour les personnes célibataires et pour les couples homosexuels. Il ne devrait pas y avoir de problème à la Knesset, puisque maintenant, il y a 3 partis de la coalition qui sont d'accord, dont le Likoud, bien sûr, et puis Meretz et la gauche, le parti travailliste. On notera, cela dit, que tout ça a pris un petit peu de retard. Tout le monde n'était pas d'accord, notamment Beit Yehoudi, pas mal de rabbins qui ont fait campagne, des rabbins proches de Beit Yehoudi. La communauté homosexuelle salue, dans sa plus grande partie, cette avancée législative. Et voilà, ça vient d'Israël et ça fait du bien. Merci, Betsabé, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, Google change son logo. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, il n'y a qu'un pixel qui a été modifié. Ben non, on va en parler. À tout de suite. Bienvenue de retour sur le plateau du Morning d'I24 News. Je ne sais pas si on va terminer ce morning vu l'ambiance avec Yohan et Virginie ce matin. Virginie, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Yohan, bonjour à vous également. Alors on va parler millimètres à présent. Vous vous en êtes sûrement rendu compte. En fait, il n'y en a qu'un seul qui l'a remarqué. C'est Yohan Ouaki. Google a changé son logo. C'est la 2e fois en moins d'un an. C'est la 3e fois, je crois, en tout. L'occasion pour nous de nous pencher sur ce changement dramatique. Ouais, exactement. Alors, certains l'auront peut-être remarqué avec moi, Google, c'est la moteur de recherche, a changé son logo la semaine passée. Et question tout à fait légitime, on peut se demander pourquoi. Parce que, eh bien, regardez, l'ancien logo et le nouveau logo vont apparaître sur l'écran.
Donc à gauche, l'ancien, à droite, le nouveau. La différence est donc très subtile. Est-ce que vous voyez ce qui a changé? 1 millimètre. Le L qui Ouais. qui est plus petit. Alors 1 mm, le L. Alors c'est presque ça. En fait, il y a 2 lettres qui ont changé de place. Le G a été déplacé d'1 pixel vers la droite et le L d'1 pixel vers la droite et vers le bas. Alors on peut se demander pourquoi, surtout quand on se rappelle effectivement, vous l'avez dit, que Google a changé de logo récemment en septembre dernier. Alors regardez le logo Google, c'est pas évident à dire. Voilà. Le logo Google avant et après septembre 2013. Est-ce qu'on peut les voir? En tout cas, la différence était un peu plus flagrante. Voilà, exactement. Donc en haut, le logo après septembre 2013 et en bas, avant septembre 2013. Il y a du 3D, non? Il y a du 3D, Il y avait exactement. des jeux d'ombre et des jeux de... Ouais. Voilà. Et voilà, alors maintenant, il faut poser cette question. Pourquoi ce changement si drastique? Alors, le changement qui vient d'être opéré est purement technique. En fait, Chrome, le moteur de recherche appartenant à Google, imposait un reditionnement du logo à chaque fois qu'on ouvrait et qu'on fermait la page, ce qui engendrait un léger flou sur la lettre L, donc c'était plutôt gentillet, et puis également par souci du détail, parce qu'en fait le L et le E en fin de mot n'étaient pas tout à fait alignés. Mais c'est vrai que si sur le moment on ne comprend pas toujours pourquoi les marques opèrent ce genre de changement, quand on regarde quelques années en arrière, avec le temps qui passe, on se rend souvent compte qu'il y a quelque chose de plus moderne. Alors voilà, je vous propose de regarder à nouveau le logo avant et après septembre 2013, donc là où il y avait le plus de changements. On voit que le changement majeur est l'abandon du relief, vous l'avez dit Virginie, vous l'avez remarqué, et que ce qui rend les couleurs du logo un peu plus pâles. Voilà, est-ce qu'on peut voir s'il vous plaît le logo septembre 2013? On appelle en tout cas ça un logo plus flat, c'est-à-dire complètement aplati, sans relief, qui donne une vraie dimension moderne à la marque aujourd'hui et beaucoup plus technologique. C'est ce que font à peu près toutes les marques techno aujourd'hui, comme Apple qui vient d'annoncer le lancement de son iOS 8 avec des icônes et une charte graphique beaucoup plus plate. Mais c'est super important, un logo, puisque c'est ce qu'on retient d'une marque, c'est ce qu'on retient, ce qu'on garde tous en mémoire, et ça peut coûter super cher de changer le logo. Ça peut coûter très cher. Alors là, en l'occurrence, je pense pas que le changement ait coûté très cher pour quelques déplacements de pixels. Mais si on connaît effectivement le prix de certains logos, je vous propose de regarder quelques exemples de prix de logos qui ont coûté très cher. C'est un classement qui n'est pas tout à fait officiel, voilà, qui devrait apparaître exactement maintenant. On peut se rendre compte que le logo BP, c'est approximatif, c'est pas officiel parce que les chiffres sont pas toujours rendus publics, mais en l'occurrence, on a quand même de gros chiffres. Le logo BP, 170 millions d'euros, ou encore le logo Accenture pour 81 millions d'euros. Ah ben voilà. Ils sont pas foulés, hein. La création, ça n'a pas de prix. Au bout du compte, de toutes les façons, c'est le consommateur qui paye, hein, quoi qu'il en soit. Alors, c'est le consommateur qui paye. Ces prix sont très élevés. On peut se demander pourquoi. Et la question est encore une fois légitime. 170 millions d'euros pour le logo BP. Eh bien, la raison n'est pas complètement anodine. Il faut savoir que le logo, c'est la partie visible seulement de l'iceberg, mais que derrière, il y a un vrai travail de recherche. Il y a un vrai travail d'échange entre les créatifs et la marque. Et puis, il y a surtout une question de droit de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'une marque qui est très peu diffusée, va payer son logo le même prix qu'une marque comme BP, dont le logo est affiché dans le monde entier, dans des exemplaires indénombrables? Voilà, donc ça c'est toute la question qui se pose. Donc c'est de cette façon qu'on justifie les prix? C'est de cette façon qu'on justifie les prix, notamment, exactement. Et pour vous montrer que le prix n'est pas toujours justifié, est-ce que vous avez une idée toutes les deux du prix qu'a coûté du coût du logo Nike? Vous savez, cette fameuse virgule inversée. Mais vu les chiffres, manifestement, ça va coûter cher. Peut-être la moitié de BP, non? La moitié de BP? Un peu plus. La moitié de BP. Alors, je vais vous surprendre, appelle quelques dizaines de dollars. Quelques dizaines de dollars. La virgule Pourquoi? de Nike? La virgule de Nike, exactement. Alors, je vous raconte la petite histoire. Le logo Nike a été inventé en 1975 par une graphiste qui s'appelle Caroline Davidson. Elle était à l'époque étudiante en graphisme et freelance. Et puis, sur son chemin, un jour dans sa vie, elle a rencontré un jeune entrepreneur, Phil Knight, qui lançait une nouvelle marque de chaussures. Alors, tous les deux ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Lui n'avait pas les moyens de payer une agence de communication. Elle travaillait en freelance pour $2 de l'heure à l'époque. Ils se sont mis d'accord sur environ 35 ou 38 $, le prix n'est pas exact pour ce logo. Et puis on voit bien derrière que la marque a explosé. Et puis en grande partie grâce à ce logo. Est-ce que c'est juste que cette personne a été payée quelques 30 $ à l'époque ou pas? Alors pour la remercier, quelques dizaines d'années plus tard, il lui a reversé un lot d'actions qui valent plus de 600 ou 700 000 $ de mémoire. Voilà, pour la remercier, pour compenser le prix. Alors là, on pose toute la question de la valeur des idées. Est-ce qu'une idée doit être rémunérée au temps passé? C'est-à-dire que ça lui a pris à peine quelques heures pour faire ce logo et donc 35 $ paraît justifié. Ou est-ce qu'on doit valoriser une idée à ce qu'elle va rapporter à l'acheteur? En tout cas, le débat est ouvert. Elle aurait pu faire un bel exit si ça avait été dans les années 2013. Elle est passée à côté de sa vie, peut-être. Merci beaucoup, Johan, de nous en avoir parlé ce matin. Donc, au millimètre, au fil près. Merci.
va parler d'art un petit peu en Israël cette fois-ci. Et chaque année, le monde l'attend. La Fresh Paint, c'est l'un des salons d'art contemporain les plus importants du pays. Une immense foire arty. Mais cette année, elle aura lieu en novembre, non pas en été comme c'était attendu. En attendant, une mini Fresh Paint a eu lieu à Tel Aviv. Une Fresh Paint éphémère. Daniel Campos et Sandy Fortis y étaient, regardez. De New York à Paris, de Tel Aviv à Londres, les liens entre l'art contemporain et l'argent sont toujours aussi constants. À Tel Aviv, une exposition d'art fait dans la démesure. Elle propose une exposition éphémère et privée de jeunes artistes dans un lieu particulier, la tour Meyer on Rothschild. L'un des plus grands et luxueux gratte-ciels de Tel Aviv imaginé par le prestigieux architecte Richard Meyer. Toujours en construction, la structure est considérée dans son état actuel comme une œuvre d'art. Elle est également perçue par certains détracteurs comme un symbole de l'écart grandissant entre riches et pauvres. Nous voulions collaborer avec la plus grande exhibition d'art en Israël, et c'est Fresh Paint. Donc nous avons imaginé ensemble cette édition spéciale. C'est ce que nous proposons ici. C'est un lieu exceptionnel pour permettre à de jeunes artistes israéliens d'exposer leurs travaux. C'est très original et je pense que c'est une super idée parce que ça montre le nouveau Tel Aviv, le grand développement combiné de l'art et de l'immobilier. Je vois Tel Aviv comme un centre d'art contemporain et là, c'en est la représentation parfaite. Cette mini-édition sélective et temporaire cherche à créer un lieu d'exposition pour les designers, mais aussi de la reconnaissance et une source de revenus pour ces professionnels. Elle veut montrer le meilleur du design au grand public, répondant ainsi à la demande grandissante des amateurs d'art d'acquérir des pièces originales. Une plateforme pour les professionnels qui en profitent pour créer ou développer leur réseau, mais aussi une attraction pour les curieux, particulièrement attirés par le splendide coucher de soleil. L'événement a évidemment attiré des célébrités dont certaines espèrent ne pas repartir les mains vides. J'ai acheté quelques pièces l'année dernière et même l'année d'avant. C'est toujours cool de se dire que si tu vois un truc qui te plaît, tu peux l'acheter. Une grande variété de styles et de techniques était présentée. Art bizarre, naïf, psychédélique, sculptures abstraites, peintures et même de l'art à base de couture. Je pense que ce salon est bien plus intéressant que ceux auxquels j'ai pu assister à travers le monde. C'est souvent dans une galerie, sur des stands, et généralement ils se ressemblent tous. Je reviens d'Hong Kong, du Frieze de New York ou de la FIAC à Paris. C'est toujours très beau, mais c'est toujours pareil. Parmi les œuvres les plus décalées de cette année, Soundcheck, une pièce de Nevet Yitzhak qui mêle son et dessin kaléidoscopiques, créant l'effet d'un petit objet dans l'espace. Autre pièce maîtresse de l'exposition, les restes de métaux lourds et rouillés que le célèbre Yaakov Dorshin a transformés en sculpture. Une grande diversité de sujets et d'humeurs, mais une atmosphère dominante. Tous s'étaient pris du vertige provoqué par la hauteur inédite de cette édition, Very Arty, Very VIP. Allez, avant de refermer cette édition, on va rejoindre Virginie Khalifa. Virginie, vous avez décidé ce matin de révolutionner le monde. Exactement, on parlait de relief, on va parler maintenant de 3D. Je vous propose tout de suite de regarder l'image, Nathalie, qui va arriver. Vous allez penser peut-être voir une photographie, eh bien, vous allez vous tromper. J'espère qu'elle va arriver tout de suite, cette image. Eh bien, la voilà. Alors, vous pouvez voir en fait le portrait 3D d'Abraham Lincoln. Alors, la modernisation, Nathalie, 3D connaît en ce moment une énorme avancée, et ce depuis des années, à tel point qu'il est difficile, vous le voyez, de reconnaître, de différencier en fait le réel de son imitation. L'imprimante 3D est une véritable révolution. Elle permet de créer plusieurs objets comme des ustensiles de cuisine, des statuettes, mais aussi des pièces électroniques de voitures et des véritables armes. Les artistes d'animation et de modélisation n'oublient aucun détail. Ils reproduisent les moindres mouvements des muscles par exemple, ou des rides minuscules, des imperfections de la peau et tout le reste. Je vous propose tout de suite de le découvrir en images.
Ça fait un peu peur, mais c'est vrai. Alors voilà, vous avez vu, tout est reproduit en ce qu'on appelle CGI, Computer Generated Imagery, pour donner des résultats. On peut le dire, hein, c'est quand même assez fascinant et étonnant. Plus vrai que nature. Plus vrai que nature, comme dans la vidéo que vous pouvez voir. C'est la vidéo de l'artiste Chris John qui a numérisé les mouvements de l'œil humain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va même pouvoir aller plus loin avec ça. C'est ça, jusqu'où on peut aller avec cette invention? Très, très loin. Des chercheurs de l'université écossaise Heriot-Watt ont même développé une nouvelle fonction, Nathalie, grâce à laquelle les imprimantes 3D pourraient imprimer des tissus humains, et c'est pas du tout une blague, des morceaux de peau, des organes, et tout ça à partir d'échantillons ADN récoltés directement à travers des cellules souches embryonnaires, ce qui pourrait aussi faciliter la greffe d'organes dans les années à venir. Mais pour beaucoup de monde, c'est peut-être encore assez difficile à accepter, tout comme le clonage, de pouvoir aller jusqu'ici. Pas du tout. On parlait ensemble il y a quelques semaines de l'imprimante 3D qui imprimait les aliments, vous vous rappelez de les ça, aliments, les armes, les pièces de voiture, et aujourd'hui on va pouvoir imprimer un frère, une sœur, une femme, un mari, le ciel est la limite, comme on dit en hébreu. On va continuer avec une installation interactive, un spectacle à ne pas manquer. Exactement, il s'agit de Parade, créé dans le cadre du Festival Chromatique de Montréal. Alors c'est un jeu de lumière qui fait danser les ombres de sculpture, une installation interactive créée par Laurent Crass, un artiste de renom. Il joue avec les ombres pour donner vie à ses sculptures. Regardez tout de suite, vous allez comprendre. Je vous fais rêver ce matin. Quand on était enfant et qu'on voyait Mickey en train de faire danser les balais. Jouer les ombres. En fait, chaque personne se rend devant un box blanc comme ça et puis on s'amuse à faire bouger les ombres. C'est sympa. Moi, je trouve ça très joli. C'est très joli. C'est étonnant. Autre surprise ce matin. Autre surprise, préparez-vous à vous amuser ce matin, Nathalie. On va devoir loucher pour voir en 3D. Alors, ça paraît étrange, mais c'est pas du tout une blague. C'est l'œuvre du peintre américain Daniel Wennergart. Alors, il aime jouer avec les illusions. Vous allez le voir dans cette série d'images. Il utilise une technique appelée stéréoscopique. Alors regardez, là il vous suffit de loucher, d'accord, pour voir, essayer de positionner les deux images parallèles. Faites-le en direct avec les téléspectateurs. Les deux images. Alors est-ce qu'on va pouvoir stopper sur une des images? Ce serait sympa. Alors non, là on est entre deux. Ouais. Voilà, là si on peut stopper ici, il suffit d'interposer en louchant l'image de droite et de gauche qui est a priori la même, et vous allez pouvoir voir ces deux femmes en 3D. Essayez, vous allez voir, c'est super. J'arrive pas. Vous n'y arrivez pas? Si, alors levez un petit peu le visage, regardez au loucher, normalement ça devrait fonctionner. Alors ces créations sont composées de deux images identiques, vous le voyez, elles se relèvent subtiles, éloignez-vous de votre écran, louchez et regardez, c'est ce qu'il faut faire pour voir le résultat en 3D. Il vous suffit de superposer les deux parties de chaque tableau pour pouvoir admirer un joli spectacle. Et voilà, on vous l'avait dit, du fantastique ce matin avec Virginie. On termine en musique? On termine en musique avec les Rolling Stones hier qui ont mis le feu au parc Ayercon. 50 000 personnes, beaucoup d'émotions, un Mick Jagger heureux et des fans comblés. Un concert que Tel Aviv ne va pas oublier de sitôt. C'était la première fois pour le groupe, et malgré la chaleur, puisqu'il faisait très très chaud, on peut même parler de canicule. Hier, les gens étaient heureux, ils dansaient. Et d'ailleurs, j'ai pensé à vous. On va écouter tout de suite les Rolling Stones pour la peine. Gagné. Et voilà, il y avait la Satisfaction hier à Tel Aviv. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. C'est la fin du Morning. Retour demain, même heure, même chaîne. Excellente journée.